cette conférence des forces publiques de la nation qui a commencé en février, je pense, du 19 au 28 février 90, hein, à l'hôtel, c'était à l'hôtel Pierre Malédio. Malédio, oui, oui. Cet hôtel, c'est où actuellement? Le musée même de cette conférence qui doit rappeler à nos enfants le symbole même, le plus grand symbole de l'unité nationale que notre pays a connu. On peut critiquer la conférence de n'importe quelle manière, mais c'est un début qui montre, c'est un symbole qui montre qu'à un moment de notre pays, de la vie de notre pays, de l'histoire de notre pays, des humains se sont entendus, ils ont mis de côté leurs égos, leurs divergences, s'asseoir, discuter, penser à l'avenir du pays et arrêter une constitution. C'est très important. Même si on peut reprocher des ratés, c'est le symbole. Et c'est ça qui doit à chaque fois rappeler à nos enfants qu'à des moments donnés de l'histoire du pays, il faudrait mettre les égos de côté et s'appeler, s'asseoir. Nous avons quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête du pouvoir, qui est l'enfant le plus chéri de l'histoire de cette conférence. C'est-à-dire, après 90, Patrice Talon est l'enfant du Béninois qui a beaucoup plus bénéficié des acquis de cette conférence. Grâce à cette conférence, on a libéralisé le marché et il a été homme d'affaires, il a profité du système capitaliste. Autrement, au temps du général Mathieu Kérékou, avec le PRPB, il n'allait pas avoir cette possibilité. Donc, grâce à cette conférence, il est devenu capitaliste, chef d'entreprise, il a bénéficié des marchés publics, il a engrangé beaucoup de milliards pour son propre compte, parce que nous étions dans une démocratie. Grâce à cette conférence, il a été plusieurs fois confronté à la justice et il s'est en sorti. Grâce à cette conférence, il a fui du pays par la malaria pour aller en exil. Et c'est grâce aux acquis de cette conférence qu'il est revenu dans son pays, candidaté et devenu président de la République. Aujourd'hui, ce même fils béni, chéri de ce pays, de cette conférence, aujourd'hui est en train de saccager tous les acquis de la conférence, point par point, méthodiquement, avec une structure déconcertante, de manière intelligente, avec une intelligence qui ne dit pas son nom. Programmé, ce n'est pas le hasard, c'est-à-dire on a charcuté pendant les 10 ans tous les acquis de la conférence pour s'octroyer des droits totalement unipersonnels. Donc, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Et quand vous regardez un peu, regardez un peu dans le rétroviseur, vous allez voir que nous sommes encore à un carrefour de l'histoire de notre pays. Quand vous regardez tout ce qui a conduit à la conférence des forces de la nation, nous sommes presque à la même situation aujourd'hui, où nous avions des gens comme Adrien Boubedji, qui était en exil. Le russe a eu... Okay. Non, je suis là. Donc, des gens comme Adrien Boubedji, jeune avocat, procureur en son temps, et qui était confronté à des situations où on lui intimait l'ordre de sacrifier des gens, et il était obligé de partir en exil. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des juges. Je veux rendre un hommage au juge Batamoussi, et qui aussi se retrouve aujourd'hui dans les mêmes situations qu'Adrien Boubedji aujourd'hui. Ouais. Donc, Adrien Boubedji, un jeune magistrat en son temps, contraint à l'exil parce qu'il ne voulait pas quand même exécuter des ordres illégaux pendant son temps. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos frères, de nos aînés qui sont en exil. Je veux parler de Martin Rodriguez, qui est un bras valide de ce pays, qui est un opérateur économique, qui peut apporter beaucoup à notre pays, et simplement à cause de la haine, à cause d'une politique de persécution, ce bras valide du Bénin se retrouve en exil. Nous avons Adjavon Sébastien, qui est
le plus grand contribuable béninois, celui-là, même un homme d'affaires qui a apporté beaucoup d'emplois dans notre pays, qui est aujourd'hui contraint à l'exil à cause de cette politique de persécution de Patrice Talon. Je ne veux plus il y a encore beaucoup de personnes, vous voyez, qui sont en exil aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans la même situation que avant 90, c'est-à-dire la veille de 90. Aujourd'hui, nous avons de grandes figures de l'opposition qui sont en prison. N'oubliez pas la situation des prisonniers de Segmanan avant 90. Donc, nous sommes presque dans la même situation. Et pour corroborer tout, il y a la situation aujourd'hui géopolitique avec la France toujours, cette France encore toujours, qui se retrouve dans une guerre géopolitique et notre pays est utilisé comme pignon dans la sous-région et notre pays est instrumentalisé pour régler des comptes géopolitiques avec et la France nous utilise de cette manière. Donc, aujourd'hui, est-ce que Patrice Talon peut avoir la sagesse et l'humilité que Mathieu Kérékou avait eu lorsqu'il observait, lorsqu'il regardait des jeunes qui jouaient au ballon, au stade Mathieu Kérékou d'aujourd'hui, qui jouaient au ballon avec des spectateurs, des jeunes spectateurs qui acclamaient malgré la souffrance, malgré le chômage, malgré que l'État n'arrivait plus à payer les salaires, malgré la situation conjoncturelle du pays. Mathieu Kérékou a eu la sagesse d'un homme d'État de mettre de côté ses convictions idéologiques, de mettre de côté son ego personnel et de mettre en avant la nation, de mettre en avant la population, le peuple béninois, la jeunesse béninoise. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon peut avoir cette humilité, cette sagesse avec nos enfants, nos jeunes, qui sont contraints maintenant à l'exil? Simplement, quand je dis l'exil, ce n'est pas l'exil politique, à l'exil pour trouver, à l'exil alimentaire. Aujourd'hui, les Béninois prennent la Méditerranée. Les Béninois prennent la Méditerranée pour risquer leur vie parce que le pays ne leur garantit plus un avenir meilleur. Patrice Talon je n'ai pas compris quelle est la politique que Patrice Talon a mis en exergue et aujourd'hui les jeunes n'arrivent pas à s'épanouir correctement dans leur pays. Aujourd'hui, un visa est beaucoup plus qu'un diplôme. Un visa a plus de valeur aujourd'hui qu'un emploi au Bénin. Vous imaginez qu'un jeune aujourd'hui qui trouve un emploi, même dans une banque, et au même moment trouve un visa, va préférer prendre le visa et quitter son pays? Vous imaginez? Est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon peut avoir ce cœur, cette humilité de Mathieu Kérékou et mettre de côté son ego, appeler ses frères et sœurs de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ceux qui sont en exil, appeler tout le monde et les ramener à une table de discussion, à une assemblée nationale, à une conférence nationale, à une assise nationale et discuter avec ces gens-là. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, nous avons le petit frère des aînés et le grand frère des petits, qui est le candidat Zanaï, qui est quand même le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Celui-là qui était jeune, qui a participé à la conférence des forces de la nation, le symbole aujourd'hui de la résistance, on le voit aujourd'hui en prison. C'est fini pour notre démocratie. Vous voyez, si ces personnes-là peuvent être aujourd'hui, ces personnes qui ont travaillé, qui ont lutté par leurs convictions et surtout à cause de la démocratie et des acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, ont lutté pour ramener Patrice Talon candidaté au Bénin. Si cette personne aujourd'hui se retrouve en prison, il y a de quoi faire réfléchir Patrice Talon. Quelle que soit la conviction qu'il a en son idéologie, quelle que soit la conviction qu'il a en son programme, je pense que l'un des plus grands acquis que nous avons eu au niveau de la conférence des forces vives de la nation, c'est que avant tout, la liberté est la condition essentielle de tout développement. La liberté est la condition essentielle de tout développement. Donc, quel que soit les acquis, la foi que Patrice Talon a aujourd'hui, à sa conviction, à son programme politique, il doit ramener la balle à terre et penser à ce peuple-là.
Il doit penser à cette jeunesse qui souffre. Il doit penser à tout ça. Aujourd'hui, nous tendons vers aujourd'hui le parti unique. Il y a élection présidentielle, mais on ne sent pas. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a plus sa valeur. Les députés sont presque nommés. Les maires sont presque nommés. Nous avons vu des gens comme Eblekou qui disent « je veux encore prendre encore ». Et des gens qui ont quitté leur parti à la veille d'une élection législative et qui se sont retrouvés dans le parti du chef de l'État et qui ont réussi à se faire élire. Et tout porte à croire que c'était un remerciement politique. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Il y a une élection présidentielle, mais même dans le parti, même dans le camp de la mouvance présidentielle, des gens comme Berté Corvi, qui n'a pas quand même sa langue dans la poche, a pu démontrer que le taux de participation compte beaucoup par rapport aux élections passées, où le peuple n'a plus l'engouement. Chaque année avant, c'était une fête, les élections. Avec Patrice Talon, nous n'avons jamais eu une vraie élection. Une élection qui était comme une fête nationale, on n'a jamais eu. Le peuple béninois, avec Patrice Talon, n'a plus eu cette joie de décider de l'avenir de son pays. On lui a totalement retiré ce droit-là. Donc, voilà où nous en sommes. Et c'est totalement, c'est triste. Quand je vois aujourd'hui quelqu'un comme Nicéphore Soglo, qui a été même le premier bénéficiaire de cette conférence de force des nations, qui se retrouve obligé, parce que ses enfants seraient en exil, se retrouve obligé de se soumettre à Patrice Talon. C'est quand même triste. C'est quand même triste aujourd'hui que Nicéphore de Soglo se laisse faire et se laisse devienne le valet de Patrice Talon, de quelqu'un que lui-même il a fait. Ça fait mal parce que moi j'ai reçu son fils Galiou Soglo, qui est quand même un monument, qui a quand même la tête sur les épaules et qui a dit, je sais qu'ils sont en train d'instrumentaliser mon papa, mais je ferai tout pour récupérer mon papa. Il l'a dit et il a dit, je peux le témoigner. Il a dit et je peux le témoigner. Et voilà ce que je peux partager avec vous et Bibi Africa. Donc vous voyez, c'est quand même triste aujourd'hui pour notre pays que nous en arrivons là. Est-ce que Patrice Talon va avoir l'humilité aujourd'hui d'appeler ses frères, de ramener tout le monde à la table de négociation, à une assise nationale? Est-ce qu'il aura cette force, cette capacité? Est-ce qu'il aura cette grandeur d'esprit de faire cela à la fin de son mandat? Wait and see. Est-ce qu'il va nous imposer? Parce que le général Maté Keroukou pouvait faire tout possible pour avoir le bénéfice. Il pouvait négocier pour avoir le bénéfice de la conférence des forces de la nation et dire, j'accepte que cette conférence puisse avoir lieu si vous me rassurez que je resterai président au moins pour un mandat d'abord. Mais il s'est sacrifié. Il a même dit que tous les acquis de la conférence était taillée sur mesure contre lui. Le général Maté Keroukou témoigne ça, que la conférence était taillée sur mesure contre lui. Mais lui savait, pourtant, il s'est tué. Parce que pour lui, le pays avant tout. Il s'est dit, peut-être que les autres ont pensé que je n'ai pas raison. Mais j'accepte, parce que c'est la majorité qui passe. Malgré qu'il était convaincu dans sa conviction, dans son idéologie, il a laissé passer la voix de la majorité. Il a donné une chance aux Béninois de se refaire, de se reproduire, de mettre en place une fondation. Et nous avons mis en place un état de droit qui est aujourd'hui charcuté, saccagé, banalisé, descendu de son piédestal. Vous voyez? Donc voilà où nous en sommes. Et c'est triste pour notre République. Je pense, pour finir, je vais demander à mes frères, à tous les jeunes, qui sont les enfants de cette conférence nationale. Parce que c'est cette conférence nationale qui nous a permis, c'est cette éducation de la démocratie qui nous a permis aujourd'hui d'être sur votre panel et d'avoir le courage de parler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos aînés se sont sacrifiés. Des gens comme Luc Tobaga, des gens comme Wangwa Thérèse, ces aînés-là, pour ne citer que cela, ces aînés-là se sont sacrifiés, ont risqué leur vie pour nous garantir, à nous, cette jeunesse, une vie quand même démocratique. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir une certaine éducation démocratique, d'avoir eu quand même la paix et un état de droit
pendant plus de 30 ans. Il revient aujourd'hui aussi à nous maintenant de faire la même chose pour nos enfants, pour garantir à ce que nos enfants puissent grandir dans un pays de droit, dans un état de droit. Si nous ratons cette mission, ça veut dire que nous avons raté notre vie totale. Nous avons raté de laisser un héritage meilleur, de protéger l'héritage que nous ont laissé nos aînés. Cet héritage, nous devons le protéger pour nos enfants. Donc, j'appelle toute la jeunesse béninoise aujourd'hui. Cette jeunesse béninoise qui, par peur, qui, par confort personnel, qui, parce qu'elle est habituée aujourd'hui à l'esclavage, elle est habituée à l'embastiment, au musulman. Je dis à cette jeunesse de ne pas se laisser faire et de se lever, d'éveiller les consciences pour que nous puissions comprendre que cet héritage, nous devions protéger coûte que coûte cet héritage. Patrice Talon est partant. Patrice Talon aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je ne suis pas Dieu, mais je ne suis pas sûr que Patrice Talon pourrait encore faire 35 ans, 40 ans, 50 ans en vie. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas Dieu. Mais ce qui est sûr, dans 30 ans, l'avenir dans 30 ans, ça concerne nous aujourd'hui. Ça concerne nos enfants. Donc, c'est de notre responsabilité aujourd'hui de dire la vérité à Patrice Talon, de dire merci de nous avoir servi pendant 10 ans, maintenant, qui nous permet de décider du futur de nos enfants. C'est très important. Et si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ce minimum, c'est que là, nous ne méritons pas les héros que nous avons eus. Nous ne méritons pas nos pères, nos aînés. Et nous faisons pitié. On aura raté notre jeunesse, on aura raté notre combat. Merci beaucoup, Biafrika, je te reviens. Okay. Oui, ça va bien chez toi. Bonsoir, Thierry. Je promets, je ne suis pas venu faire bagarre aujourd'hui. Oh, ok, je vais envoyer le live à Makoso pour l'amener ici maintenant. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Franchement, le sujet là m'intéresse. Je l'attendais il y a longtemps. Et je vous remercie de revenir là-dessus. À chaque fois, je me souviens en décembre, vous êtes même allé très loin. Vous êtes allé jusqu'à nous ramener Thérèse Ouamoua. La dernière fois, j'ai entendu dans un live, quelqu'un disait qu'elle est morte en France. J'ai dit non, elle est là en pleine forme. Et le fait de dire même qu'elle est morte fait qu'elle ne mourra pas tout. Donc, et elle a sorti de très belles choses. J'ai vraiment aimé et j'attends toujours que vous m'envoyiez même tout ce qu'elle a dit. Parce que moi, je vais avec plaisir relayer cela. C'est bien d'aller chercher des personnes ressources comme ça pour rafraîchir la mémoire à nous jeunes. Moi, je n'avais que 4 ans quand ces choses-là se passaient. Il y a eu soulèvement populaire et tout ça. C'est des choses que je ne savais pas. J'ai beaucoup appris de cette conférence. Biafrika ne l'a pas fait sur TikTok. Je crois que c'est sur YouTube et Telegram, si j'ai bonne mémoire. C'est très intéressant. Elle est belle et bien vivante et elle a dit des choses, franchement, qui font réfléchir. Sachez que c'est une femme qui a perdu toute sa vie politique, pas politique, mais sa vie intellectuelle, je dirais, parce qu'elle rêvait d'être avocate, je crois, et elle a dû abandonner cela, rien que pour faire cette lutte. Et elle a pris le devin, elle a dit jamais, touche pas mon pays. Et cela, en tout cas, a influencé la politique de notre sous-région. Et donc, en fait, M. Biafrika ce soir nous dit qu'on a un héritage saccagé, c'est vrai. Les visages qui sont sur cet écran, c'est des gens qui ont beaucoup influencé notre politique interne et même la politique de notre sous-région. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi tout à l'heure. Et là, à gauche, il y a le président Mathieu Kérékou et père son âme. Et au milieu, il y a Monseigneur Isidore de Souza. Et à droite, on a le président Nicéphore Dieudonné Sougou, même si Monseigneur de Souza, moi, je ne l'aimais pas beaucoup. Donc, il y a eu, à cette époque, les années 90, je crois que c'était en février 90, il y a eu la conférence des forces vives de la nation. Et ça a commencé, d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, le président Kérékou, à l'époque, et il avait, comment dirais-je, il avait occupé une position depuis 1972. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Un coup d'État qui a fait fort. Parce que ceux qui étaient là, il y avait 3 présidents qui se passaient le pouvoir parce qu'ils avaient subi des coups d'État. Avec Kouandété ou bien carrément le colonel Soglo. C'est des gens qui... Soglo, lui, il avait fait 2 coups d'État, je crois. Il avait le tout premier coup d'État au tout premier président du Bénin, Manga. Et 3 ans plus tard, je crois, juste après 3 ans, il a fait coup d'État. L'année qui a suivi encore coup d'État. Et c'était
Le Bénin était appelé le quartier, pardon, l'enfant malade de l'Afrique à l'époque. On a fait même coup d'État un jour, le lendemain, on a encore fait. Donc, ce qui se passe, c'est que, ça c'est en parenthèse, hein, la dernière fois j'ai entendu à la fête Tigri Patrice Talon dire que les Béninois n'ont pas ça en tête. Je lui dis c'est faux. C'est plutôt les Béninois, même les rois de la chose. Mais bon, à cette époque, il y a eu le conseil présidentiel. Et après le conseil présidentiel, il avait, enfin, à ce conseil, pardon, il y a eu cette décision-là, comme quoi le Bénin passe au triumvirat. C'était en 72. Et je vous assure, nous, peuple, on devait rester là à applaudir. Et ils se partageaient le pouvoir entre eux. Apiti, Ahomanegbe et Maga. C'était, toi, tu es président, après 2 ans, moi, je prends, l'autre prend, et voilà, nous, on est là à applaudir. Et c'est à ça qu'on revient aujourd'hui. C'était une situation honteuse, très embarrassante. C'est-à-dire, le peuple n'avait plus son mot à dire, les autres décident. Et voilà, c'est comme ça, et on applaudit. Et n'oubliez pas aussi que juste en 72, quand Kérékou, le président Kérékou, il a pris le pouvoir, il a imposé un régime. C'était le marxisme-léninisme. Donc, le marxisme-léninisme, ce n'était pas rien du tout. Le marxisme-léninisme était aligné sur l'URSS. Parce qu'au Bénin, quand on analyse souvent, on s'enferme, c'est à l'intérieur du Bénin. Voyez la chose quand on parle de géopolitique internationale. Parce que là, c'était aligné sur l'URSS et l'Europe a juré de faire tomber l'URSS. Du coup, nous, pays colonisés, petits pays colonisés, PPTE, petits pays très endettés sur la page de la Banque mondiale, nous l'avons été depuis cette étape jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui rêvent que le Bénin a quitté telle étape ou tel, c'est faux. Nous sommes toujours PPTE. Et ça encore, c'était une parenthèse que je ferme. Donc, Kérékou, il avait pris le pouvoir. Il centrait, comment dirais-je, il misait sur un certain nombre de valeurs. Vous savez, les communistes, c'est comme ça. Ils sont nationalistes, ils sont souverainistes, ils font de la... en tout cas, ils misent sur l'agriculture, je ne sais pas comment le dire en français, comment, et même en fond, hein, je ne pouvais pas le dire, je suis juste comme ça, moi, je mélange les langues. Et... ils avaient aussi, voilà, surtout le côté militaire, ils misaient sur l'Union soviétique. C'est important, parce que l'époque dont nous parlons, 89, où il y a eu le soulèvement populaire et tout, n'oubliez pas, c'est là justement que la guerre froide a pris fin. Et la dislocation de l'URSS a suivi 2 ans plus tard. Parce que quand on comprend ces choses, on voit qu'en fait, un président qui est fort, qui fait le gros dos, c'est parce qu'il est protégé par une armée extérieure forte. C'est ça, en fait, c'est là où j'en viens. Et ce communisme africain que Kérékou essayait de faire, il offrait en quelque sorte, comment dirais-je, c'est comme une protection géopolitique contre l'Occident. Et là, je me souviens, j'ai suivi une vidéo sur lui, c'était sur YouTube, je ne sais plus si la vidéo est toujours là, où un gars venait, c'était un Français qui lui posait des questions, c'était un journaliste, et il lui a dit, mais de quoi tu te mêles en fait? Il a dit, de quoi tu te mêles? J'ai dit, voilà, dégagez, laissez-nous faire notre chose. Et c'était ça, au fait, ce souverainisme-là, que le bloc de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest, a juré de faire tomber. Donc, quand vous êtes un pays colonisé et que vous occupez cette position, vous êtes très mal vu. Donc, il y a eu le soulèvement, et un soulèvement qui a été en quelque sorte aggravé, amplifié, voilà quoi, avec la fin de la Deuxième Guerre. Et ce n'était pas seulement au Bénin, il y a eu des soulèvements. Et on commençait à vouloir, en quelque sorte, un peu faire comme le printemps arabe, vous savez, l'Amérique est derrière en train de financer, les gens se soulèvent et tout. Ça avait commencé comme ça, mais des gens avaient de bonnes raisons, un peu comme la Libye. Ces gens avaient ces raisons-là. Ils avaient subi des tortures, des massacres. Allez écouter la dame Thérèse Ouaoua pour vous expliquer l'horreur. Comment on enterrait des gens vivants et tout. Je dis, Patrice Talon, c'est petit. Quand vous écoutez ces choses, vous comprenez que les Béninois ont la force de vaincre le mal qui est là, parce que 10 fois plus que ça, de par le passé, ils ont vaincu. Et je vous le dis encore, c'est des audios, allez écouter, s'il vous plaît. Maintenant, pour en revenir à la conférence proprement dite, en 90, je dirais que moi, je la critique ouvertement. Je trouve qu'elle était, premièrement, c'est pas mal comme idée, oui. Une assise nationale, c'est pas mal comme idée. Mais je me dis, écoutez, elle était comment à cette époque? Elle était élitiste. Parce que... Il y a un bruit. Merci.
Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié. Je crois. Oui, oui. La conférence elle-même, je trouvais qu'elle était en quelque sorte, elle mettait en quelque sorte des élites à la tête. Et elle réunissait quelques, comment dirais-je, certaines personnes qui étaient en quelque sorte les gens comme Adrien Goubeji, des gens qui avaient un niveau donné en quelque sorte. Vous voyez, il y avait aussi le religieux qui prenait le devant, c'est lui qui parlait partout. Je me demandais bien à quoi il servait, mais c'est lui qui prônait beaucoup plus la paix. Il prônait assez la paix. Vous voyez, et j'ai vu en quelque sorte Kérékou, qui était comme l'armée. Ce Kérékou, il a sa puissance limitée, voilà quoi, à l'armement, hein, s'il vous plaît, au côté armé, parce qu'on n'a pas eu à crier au monde entier, on n'a pas eu à réunir des bases militaires secrètes et tout ça chez nous pour chasser Bob Denard en 77. Kérékou, il a fait fort. Et là, le peuple béninois était en tout cas a défendu vaillamment la terre du Bénin quand il y a eu cette attaque d'ailleurs. Et au milieu, il y a eu la religion, et de l'autre côté, Soglo, qui était envoyé directement du Quai d'Orsay. C'était ça. C'était les trois visages, je voyais les trois visages un peu comme cela. Il y a le côté armé qui était fort, il y a le côté religieux qui a son mot à dire, et il y a le côté Quai d'Orsay, la mer occidentale qui était Soglo. Parce que n'oubliez pas, Soglo descendait du Quai d'Orsay, il était envoyé directement par l'ordre. C'était en quelque sorte pour moi, il a toujours été le visage du néocolonialisme. Il a toujours été comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai toujours vu. Donc, c'était un peu ça. Et à l'époque, le chômage était fort. On parlait du programme d'ajustement conjoncturel, je me souviens. Mes parents se plaignaient beaucoup et tout. Il y avait un chômage excessif. Et voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Les conditions. Ça, il faisait chaud. On enfermait des gens. Quand il dit il faisait chaud, c'était tendu. Les conditions étaient tendues. La dame Thérèse Ouanwa dit même que les gens ne pouvaient même pas parler entre eux comme ça, qu'on chuchotait. Parce que les voisins ils vous entendent tout de suite, ils appellent et vous êtes foutus. Et on devait se taire, croiser les bras, chuchoter pour que les autres entendent, ne même pas piper mot. Et Kérékou organisait les élections comme il voulait, parti unique, c'est lui qui décidait. C'est lui qui décidait du tout et vous applaudissez, il va aux élections, il finit à 94, quelques %, 95%, c'est tout, point, vous applaudissez. Donc, ce que Patrice Talon fait actuellement, c'est rien du tout. Et je remercie encore Biafrika d'être venu sur ce sujet. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin en disant que moi, en tant que panafricaniste, j'aurais voulu, ce que moi je vais proposer, s'il y avait cette conférence aujourd'hui, ce que j'aurais voulu qu'on ajoute, c'est qu'il y ait la dénonciation du néocolonialisme pur et simple. Parce que la dame Thérèse Ouanwa, elle a été assez claire, elle dit, quand la tension a commencé, la France est glissée là-dedans. Ceux qui devraient se présenter à cette conférence ne devraient pas être vraiment des vrais acteurs qui voulaient la souveraineté. Elle dit, je reconnais que nous n'avons pas fini ce travail et que des gens ont profité. La France a même plié. Et là, il y a eu la pression économique du dehors qui a fait que Kérékou a été obligé de céder. Il y a eu la dislocation de l'URSS. Il y a eu plein de choses. Déjà, l'URSS n'était même pas encore disloquée, mais tombée. Parce que c'était la fin de la guerre froide. Et en 90, là, la dislocation avait commencé. Ensuite, n'oubliez pas, en juin 90, il y a eu aussi le discours de la Baule. Je me souviens très bien. C'était Mitterrand qui avait fait ce discours. Et il imposait le multipartisme. Donc, ce sont les conditions qui avaient exigé un peu cette conférence. Et beaucoup de pays ont essayé de faire comme le Bénin. Mais par exemple, le Togo, il y avait Kofigo, il y avait Savit de Tové, voilà quoi. Et ils ont aussi fait l'opposition, ils ont dit, nous allons faire comme le Bénin. Ils se sont entendus entre opposés un mouvancier, les Béninois ont pu s'asseoir et discuter entre eux. Ils ont mis politique tout de côté, ils ont dit, attendez, nous avons une terre en commun. Et ils ont pu se pardonner et continuer. Faisons comme eux. Le jour, ils se sont réunis, le président, il y a des membres, il y a Singbe, il appelle les militaires, il arrive là, boum, boum, et on bombarde. Donc, c'est pour vous dire, le Mali aussi a suivi, le Mali a fait la même chose, et cet héritage du Bénin était envié dans la sous-région. Plein d'autres pays nous ont suivis, et ont fait la même chose. Donc, c'est un exemple, mais un exemple qui aurait pu être plus rigoureux, parce que la France s'était glissée là-dedans, et ça, c'est le côté que moi, je critique. De cette conférence, n'a nullement cherché à quitter le franc CFA. Je ne sais pas si c'est Soglo qui a influencé cela. Donc, il y a le néocolonialisme qui est resté. Et voilà un peu ce que moi, j'aurais voulu voir aujourd'hui. Et je pense que ces choses-là auraient pu peut-être nous donner une autonomie en bonne et due forme
et qu'on aurait pu durcir un peu plus le temps. Aujourd'hui, Patrice Talon ne serait pas en train de se foutre du Bénin comme ce qu'on est en train de voir, qu'on ne serait pas retourné au Conseil présidentiel de 1972 comme on est en train de le voir aujourd'hui. Et que, voilà, que les Béninois auraient encore, en tout cas, plus de dignité qu'ils en ont aujourd'hui, sinon qu'ils ont perdu aujourd'hui. Merci, M. Biafrika. Ok, merci, Georgia. Je voulais juste rappeler, je pense qu'à la conférence nationale, toutes les couches de la population étaient représentées, même si les élites ont pu le dessus dans les débats et ont imposé leur vision, mais je pense qu'ils avaient invité quand même toutes les couches, les artisans étaient là, les paysans étaient représentés, tu l'as rappelé aussi, les militaires étaient représentés à cette conférence nationale. Donc, les amis, pour rappeler rapidement, si vous voyez d'ailleurs l'affiche que j'ai empruntée du quotidien Le Patriote, et c'est intitulé L'héritage saccagé avec trois images, trois figures de la vie politique béninoise que vous connaissez bien. On a le président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, ces deux personnalités ne sont plus avec nous, mais on a le président Nicéphore Soglo qui est toujours là. Donc, c'est ces figures qu'on colle quand même à cette conférence nationale et l'après-conférence nationale parce que le président Nicéphore Soglo a été le premier président après la conférence nationale, mais il a fait un seul mandat. Donc, voilà un peu le sujet. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore... est-ce que l'héritage de cette conférence nationale est préservé aujourd'hui? Donc, là, c'est la question que je vous pose. Monsieur le Russe, quand vous êtes prêt, à tout moment, vous me faites signe. Donc, voilà un peu. Ok, donc tu peux y aller, oui. Alors, héritage saccagé. National des forces de la nation organisé en 90, de bonne mémoire. La plupart d'entre nous, en tout cas me concernant particulièrement, je n'étais pas né. Et puis, je n'ai pas vécu la période de la dictature sous le parti unique du feu, général Mathieu Kérékou. Donc, je pense que la grande majorité de ceux, parce que la conférence dure déjà 30 ans, donc ceux qui ont vécu cette dictature ont minimum 37 ans. Minimum 37 ans. Et quand on parle de la jeunesse d'un pays, ça commence, je vais dire, de façon, je vais minorer de 16 ans jusqu'à, comment appelle-t-on, plus à 40 ans. La force et l'énergie sont encore là de façon vigoureuse, etc. Donc, si on doit même tenir compte de ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ils n'ont pas vécu cette dictature parce qu'à l'époque, ils auraient 4 ans. Donc, ils n'ont pas réellement vécu la dictature. Ils pourraient peut-être avoir vécu les conséquences de cette dictature. Et c'est cette jeunesse-là qui se retrouve aujourd'hui à bénéficier de la lutte que les grandes personnes ont menée jusqu'à ce qu'on atteigne cette démocratie. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut vraiment sentir, apprécier le grand bonheur parce qu'on n'a pas vu la souffrance qui est derrière ça? Est-ce qu'on peut déjà apprécier, connaître la grande valeur, le grand bonheur qu'il y a derrière cette lutte dont nous bénéficions aujourd'hui? Je crois que la réponse serait simplement non. Mais, comme on le dit, l'histoire fait vivre les nations et avoir à connaître son histoire aussi, quand même, connaître aussi sa littérature qui pèle son histoire, paie, comment appelle-t-on, sa direction. Donc, l'histoire de la conférence, telle qu'elle est même racontée dans nos, comment appelle-t-on, dans nos écoles ici au Bénin. Moi, quand j'étais au cours primaire, à moins qu'à l'époque, j'étais encore très petit et naïf, je crois que l'histoire de la conférence devait revenir même en classe au secondaire, comme une grande histoire, mais on parle des histoires de la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc, je pense que le fait de nous avoir pas permis aussi de revivre l'histoire, de nous raconter l'histoire dans les plus grands détails de l'histoire aussi, a fait qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe réellement. Peut-être qu'on a conscience, mais pas quand même en profondeur. On ne sent pas encore ça au sein de notre cœur, on ne le sent pas vraiment. Donc, cela doit nous faire lire à tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de causer avec des personnalités de personnes âgées
qui ont vécu l'époque de la Révolution, qui ont même fait les écoles pendant cette époque-là, qui m'ont dit des choses que moi, je pense que, comme je l'avais fait remarquer, la conférence avait été organisée, je crois, dans un but électif, si je crois bien ce qu'elle disait tout à l'heure. C'était juste un but électif. Et puis, ceux qui étaient derrière sont revenus, on veut juste prendre le pouvoir a été pris, et puis c'est fini, on a commencé sans rien corriger, sans rien corriger, sans rien améliorer. On a laissé tout, je pense, on a laissé presque tout ce qui s'est passé, même pendant, comment appelle-t-on, la soi-disant dictature. Parce qu'on ne va pas dire que dans toute la dictature, tout était mauvais. Et comment est-ce que le régime a été effondré? On devrait nous expliquer point par point. Par exemple, moi, j'apprends par exemple qu'il y avait des exilés, d'accord, de l'époque, qui faisaient tout, qui avaient aussi fait du lobbying derrière. Non seulement le régime était anti-France-Afrique, dont j'avais rappelé tout à l'heure, était anti-France-Afrique, donc ils subissaient aussi ces coups de pression et tout qui venaient de part et d'autre. En plus, avec les tensions que le régime créait à l'intérieur du pays, qui faisaient le musellement, les emprisonnements. Et comme je crois bien, M. Biafek l'a rappelé tout à l'heure, que quand on voit trois personnes, on se dit, bon voilà, ça peut être un complot contre le régime. Moi, quand j'étais allé aux élections de janvier dernier, je pense le 11 janvier aux législatives, je suis allé voter la fois passée. Il y a, comment appelle-t-on, un policier qui disait, bon, il y a quelqu'un qui lui disait, il y a déjà un attroupement. Il dit, bon, non, que 3 personnes déjà, ce n'est pas encore grave. Ah, c'est dans mes propres oreilles, j'ai entendu ça. Vous voyez un peu? Donc, on est en train de revenir petit à petit à ce genre de situation. Et j'ai suivi beaucoup de personnalités qui ont parlé. Donc, par exemple, quand je vois ce que le général avait fait à l'époque concernant la construction, comment appelle-t-on, des sociétés, la formation dans l'agriculture et tout cela, il y a un de mes hommes qui me disait que au temps de, comment appelle-t-on, de la révolution, que la nourriture était bien, il y avait des sociétés qui étaient confiées, on a confié ces sociétés-là aux élites. Les mêmes élites, hein, vous voyez, les mêmes élites qui ont détruit ces sociétés-là, qui ont détourné l'argent pour pouvoir faire effondrer le même régime. Je ne dis pas que le régime est bon, mais je dis qu'il y a des choses qui faisaient partie de ce régime qu'on devait continuer, pas perpétuer. Mais on a tout balayé d'une main de revers, on a oublié la mémoire de tout ce qui se passait. Et pire encore, et je crois que le maître Baparapé l'avait dit entre-temps, l'impunité après comment l'appelle-t-on, ce régime a fait lier à tout ce qui se passe aujourd'hui et même ce qui se passait hier. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que moi, je pense que nous avons une culture en Afrique et plus particulièrement au Bénin de ne pas punir les aînés. De dire que oui, bon, c'est un aîné, et si on le touche maintenant, on trouve des arrangements, et puis bon, voilà, on ferme les yeux là-dessus. Donc, ce sont des comportements sales, malsains, comportements malsains qui ont fait que, bon, voilà quoi, où on dit que, bon, ça l'a mis, il y a un bateau, il y a un je pense que quand il y a des choses, quelle que soit la taille du dossier, il faut le mettre au public. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, mais sur certaines choses concernant l'intérêt public, l'intérêt général, je pense qu'il faut quand même dénoncer certaines choses et faire punir les auteurs qui sont à la base de ce genre de choses-là. Donc, voilà un peu, je ne vais pas tout dire maintenant parce que je pense que j'ai commencé par perdre, comment appelle-t-on, la direction de ma discussion. Mais j'aimerais poser une question à M. Biafeka et Mme Georgia, surtout qui fait des recherches, comment appelle-t-on, l'histoire africaine, etc. À l'époque de, je crois bien, de l'esclavage arabo-islamique, et puis arabo-musulman, et puis l'esclavage de la tête négrière, et ensuite la colonisation. J'ai appris que la tête du prince Bioguera se trouverait actuellement se trouverait en France jusqu'à présent. Et parce qu'après avoir mené ça à lutte contre le colonisateur français, il aurait été, à l'époque, été attrapé. Bon, il se serait suicidé avant qu'on ne l'attrape, mais ils ont décapité sa tête. J'ai lu ça dans un passage des livres de Jean Foucault. Et Foucault parle. Et puis on avait exposé la tête quelque part. Et on avait donné de l'argent aux gens pour dire ceux qui pouvaient tirer des flèches pour pouvoir viser, ça gagnerait certaines choses ou je ne sais quoi. On avait quand même des prix à gagner, quoi.
Donc, après, ils ont porté la tête en Europe et aujourd'hui, jusqu'à présent, la tête n'est toujours pas encore retournée comment l'appelle-t-on, au Bénin. J'aimerais savoir si vous avez des informations sur ce dossier et pourquoi presque personne n'en parle parce que le jour où j'ai entendu ça, ça m'a touché. Je me suis senti très humilié. Je me suis senti très mal à l'aise. Ok, monsieur Esquel. La statue de Bloch, là. Oui, monsieur Esquel. Oui, il faut conclure maintenant, sinon on va sortir du débat rapidement. On va sortir du débat. Il faut conclure en 30 secondes. Ok, d'accord. Donc, c'est concernant la tête là, j'aimerais que vous ouvriez quand même un dossier là-dessus pour qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe autour. Il ne faut pas que ça reste dans le silence. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Moi, je n'en sais rien, mais c'est parce que Georges a une information par rapport à ça. On peut toujours en revenir une autre fois. Monsieur Kitike, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, Victor. Bonsoir, Georgia. Le russe, bonsoir. Merci pour tout ce que vous avez eu à dire et merci pour tout. Je vous remercie pour ce que vous avez, le sujet. Moi, je pense que aujourd'hui, nous, les fils, on a perdu l'élan, on a perdu l'histoire. Et l'histoire n'a pas su se raconter jusqu'à nos jours. Pourquoi je le dis? Parce que à entendre la petite histoire de notre mère, Ouan Thérèse, et les histoires qui sont racontées, nous avons perdu tout parce que l'histoire du Bénin a été racontée à l'enfance, c'est-à-dire au cours primaire. Et au cours secondaire, on nous parlait de la guerre mondiale et tout ce qui s'est passé en Europe. C'est un peu, c'est tout ça là est effacé. Hein, et le patriotisme de l'enfant béninois que nous sommes. Aujourd'hui, on nous fait de saupoudrage, on détruit les histoires, les mémoires, on les détruit, soi-disant qu'on est en train de faire, comment on dit, on est en train de valoriser le tourisme. Le tourisme se valorise en quoi? Basé sur des histoires et des monuments. Quand je prends par exemple le PLM Alédio qui a été détruit, si on nous demande aujourd'hui où a été fait, où a été présidée la conférence, on dira PLM Alédio. Ça se trouve où? C'est démoli. Ce sont des histoires qui sont parties. Ce sont des histoires qui sont parties. Quand on parle de Dantokpa, c'est une histoire. Et chaque visiteur qui vient ici, faut parler de Dantokpa, veut aller, de touristes ou non, qui sont de passage, veulent aller à Dantokpa pour aller visiter, ce ne serait que se promener dans le marché. Aujourd'hui, on nous a construit un autre marché et cela serait détruit bientôt. Ça fait de l'histoire qui s'envole. Quand je vais à Ouida, le chemin qui a été fait, comme on nous dit que c'est du terre rouge, or Ouida n'est pas là où on a marché, nos grands-parents ont marché, n'est pas rouge, mais pourtant on a fait des bétons rouges pour dire que c'est le sang de nos grands-parents, de nos aïeux qui ont passé par là. Ça paie la valeur de notre identité et ça paie tout ce que c'est que le tourisme. Parce que aujourd'hui, on a envie de faire du béton et moi, je dis toujours que ces bétons-là se trouvent chez eux. Ceux qui sont venus nous visiter, ça se trouve chez eux. Et petit à petit, on perd la valeur du tourisme qu'on est en train de promouvoir sans le savoir. Je dis ça, je dis qu'aujourd'hui, le sens du patriotisme n'y est pas. Il n'y est pas pour nos enfants, nous qui sommes des enfants,
hein, le sens de patriotisme, ça a perdu toute la valeur et on ne se rend même pas compte que nous sommes dans dans une autre ère, ou bien dans une autre ère par rapport à l'autre, 20 ans passés. On perd toute notre manière de parler a changé, notre pas, notre marche a changé, tout a changé à cause de ce régime-là qui a dit qu'il n'y a plus de marche, qu'il n'y a plus de dénonciation, qu'il n'y a plus de voix qui va se lever. Et tout ça là est résumé à le fait qu'on fait taire notre histoire. Donc, il faut que l'histoire revive pour que nous puissions se baser sur l'histoire là pour pouvoir évoluer. Merci, Biafrica. Ok, merci beaucoup les amis. Tapotez le live, poussez ça jusqu'à 50K au moins. On est à 42K. Donc, poussez le live un peu, partagez, envoyez à des amis. Ok, donc on va avancer. On va revenir sur l'extrait de Thérèse Wamwa tout au long du live. Il reste encore quand même un bon... une quinzaine de minutes à écouter. Donc, mais on va reprendre d'abord vos avis. Je vais peut-être profiter pour rappeler que demain, on aura un autre live, mais qui sera consacré à l'ancien ministre Alassane Tigré, qui a été arrêté et déposé en prison. N'oublions pas qu'Alassane Tigré, c'est un homme d'un certain âge qui a été déposé en prison. Donc, pour combien de temps, on ne le sait pas. Quels sont les reproches exactement, on ne sait pas. Donc, on va en parler, on va parler de son cas. Demain, c'est à 17h de Cotonou. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, prenez le rendez-vous. On a fait la même chose d'ailleurs pour Monsieur Candide Azanaï. Donc, on va faire une émission pour Alassane Tigré demain aussi.